Le 81e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat, du 28 au 30 septembre 2021, en direct du parc des expositions de Bordeaux-Lac, en partenariat avec Procivis, en direct sur Radio Imo et Radio Territoria. Bonjour à tous et merci d'être à l'écoute de Radio Imo et Radio Territoria en simultané avec nos équipes. Nous sommes présents à Bordeaux pour le congrès HLM de l'Union sociale de l'habitat. Un événement, vous le savez, fédérateur pour les acteurs économiques et sociaux de l'habitat social. Et dans ce cadre, je vous propose de continuer à échanger autour d'une table ronde avec nos invités du jour. Et nous allons évoquer la gestion des copropriétés du patrimoine HLM, mais surtout la certification CalISR comme gage de sécurité. Pour en parler avec nous aujourd'hui, on va commencer par les dames, si vous le voulez bien, messieurs. Christelle Guffier-Bertin, bonjour. J'ai bien prononcé votre nom de famille ? Guffier-Bertin. Guffier-Bertin. Eh bien, écoutez, vous voyez que ça commence bien. Vous allez bien, Christelle ? Ça va, merci. Merci d'être avec nous. Vous êtes responsable du département Accession sociale, vente HLM, copropriété syndic de l'USH, à la direction de la maîtrise d'ouvrage et des politiques patrimoniales. À vos côtés, nous avons le plaisir de recevoir Olivier Dumont. Bonjour, Olivier. Bonjour. Directeur service immobilier chez FDI Group pour le réseau IMO de France, Procivis à Montpellier, dans l'Hérault. Très belle région. Oui, n'est-ce pas ? Vous avez fait le voyage pour arriver jusqu'ici ? Oui. Bravo. Jean-Luc Demeure, bonjour. Bonjour. Vous allez bien, Jean-Luc ? Ça va. Jean-Luc, directeur adjoint de Procivis Forez-Velay, c'est comme ça qu'on dit ? Et directeur de la filiale d'IMO de France Rhône-Alpes. Merci en tout cas à vous trois d'avoir accepté notre invitation. Dans quelques instants, on aura évidemment Olivier Safar, qui est vice-président de l'UNIS et de l'association CalISR, qui n'a pas pu être avec nous, mais qui va nous présenter surtout la CalISR et à quoi ça consiste, en quoi ça consiste surtout. Mais avant d'aborder justement notre thématique du jour, on va faire peut-être une petite présentation de vos sociétés respectives. On va commencer avec vous, Jean-Luc, si vous le voulez bien. Présentez-nous justement Procivis Forez-Velay et surtout IMO de France. Donc IMO de France Rhône-Alpes est une des filiales des services immobiliers de Procivis Forez-Velay. Oui. Nous intervenons sur le Rhône et l'Isère en activité d'administration de biens. Donc nous gérons à peu près 500 copropriétés et gérons un peu plus de 5000 lots de gestion locative et faisons également de la transaction immobilière. Voilà, c'est une centaine de collaborateurs sur 7 agences, 5 à Lyon, une à Bourgoin-Jallieu dans l'Isère et une à Grenoble. Donc vous avez un vrai retour terrain, vous allez surtout nous expliquer comment ça se passe sur cette certification qui est importante pour les syndics. Olivier Dumont, vous nous présentez justement l'entreprise que vous représentez aujourd'hui ? Oui, bien sûr. Donc FDI ici est la société en charge de la gestion des services immobiliers pour FDI Group. FDI Group est un groupe régional implanté sur Montpellier et fortement impliqué dans des projets de politique urbaine, notamment sur la région de l'Aix-en-Languedoc-Roussillon. Très bien. Christelle, vous nous parlez surtout de votre travail au quotidien en tant que responsable du département que vous dirigez. Alors moi je travaille à l'USH, l'Union sociale pour l'habitat, qui est l'organisme professionnel qui fédère l'ensemble des bailleurs HLM de France. Donc un peu moins de 600 organismes en 2021. Un peu de moins, comme vous dites ça avec beaucoup de... Parce que sur le terrain, il y a des restructurations Bien sûr. cours. Et parmi ces bailleurs HLM, certains ont fait le choix de développer le métier de syndic. À peu près 140. C'est un beau métier d'ailleurs, mais difficile sur le terrain, j'imagine. Exactement. Et donc, mon intervention au sein de l'USH, c'est de fédérer les organismes autour de cette problématique, organiser un réseau pour échanger sur les problématiques qu'ils rencontrent au quotidien sur le terrain. Très bien. Alors avant d'aborder justement les grands angles de cette table ronde, je vous propose d'écouter le témoignage d'Olivier Safar, évidemment vice-président de l'UNIS, mais surtout président de l'association CalISR, qui nous explique l'historique de l'association et le fonctionnement de sa certification. Olivier Safar, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'association CalISR. CalISR, qu'est-ce qui se cache derrière cet acronyme, derrière cette certification ? Alors, CalISR, c'est une association qui regroupe des professionnels qui s'occupent, du redressement des copropriétés, mais aussi, effectivement, de toute la partie prévention et redressement. On est spécialisé. Cette association a été créée en 2016, elle a démarré en 2017. Pourquoi ? Parce qu'entre-temps, il a fallu mettre en place la qualification et notamment se prendre une organisation un peu compliquée avec SGS qui est venu effectivement mettre en place le cahier des charges que doit respecter chacun des syndics qui devient CalISR. Alors certains me disent ça a été un peu compliqué.
Le but du jeu, c'est pas d'avoir des syndics qui disent je m'engage à respecter une charte d'engagement. C'est vraiment des contrôles, des critères. Il y a 200 critères, effectivement, pour être CALISR. C'est vérifié par SGS, qui est validé par COFRAC. Et donc, bien évidemment, on a un certain processus. Le but du jeu, c'est 3 choses. 1, c'est d'avoir des qualifications au niveau technique. Pouvoir s'occuper des copropriétés en redressement, en difficulté, ou prévenir les difficultés. Deuxième chose, effectivement, c'est connaître le rôle des opérateurs, des collectivités territoriales, de l'USH, parce qu'on travaille beaucoup avec les bailleurs sociaux aussi, qui sont présents dans CALISR depuis l'origine. Et troisièmement, c'est le rôle de l'humain. Pourquoi ? Parce qu'on a un rôle sociétal et on est là pour accompagner. Accompagner, les copropriétaires, accompagner les collectivités territoriales et tous les opérateurs qui viennent effectivement pour s'occuper de ces copropriétés. Donc là, on le comprend bien, il y a 3 piliers à ce label, à cette certification CALISR. Mais finalement, l'idée, c'est quoi ? C'est de créer un cercle de confiance, c'est de montrer l'expertise, l'accompagnement, le conseil, l'anticipation. Quels sont un petit peu les maîtres mots et l'idée ? Alors, le maître mot, d'abord, c'est l'accompagnement. Parce que le rôle sociétal, social, humain est très important dans la partie copropriété. On ne peut pas dire qu'on va faire les choses sans expliquer les choses aux copropriétaires, sans se faire accompagner par l'ANA, bien évidemment, par les associations locales, par les bailleurs sociaux quand on est dans une copropriété avec un bailleur social, la collectivité territoriale, mairie, préfecture. Tout ceci, c'est tout le monde en même temps. Et ça, c'est le rôle le plus important. L'autre rôle important, c'est la partie technique et financière. Le rôle de ce syndic de confiance, c'est d'apporter des solutions pour mettre en place un plan de redressement. La plupart du temps, on met 5 ou 10 ans à redresser une copropriété. Celui qui me dit qu'il va redresser une copropriété en difficulté en 3 ans, c'est pas vrai. Ce n'est pas possible. C'est du long terme, c'est de l'organisation, c'est le mettre en place ces plans de financement, ces crédits, l'obtention des subventions et arriver effectivement à redresser la copropriété. Ça, c'est la première partie, c'est l'origine de CALISR. On a décidé de créer un deuxième type de copropriétaires, de copropriétés qui vont être suivies. Ce sont les copropriétés qui sont en voie de fragilisation ou fragilisées. Et on veut effectivement créer ce qu'on appelle des syndics de confiance, qui, eux, vont s'engager sur une charte, un engagement, un suivi, et pour pouvoir effectivement s'occuper de ces copropriétés pour éviter qu'elles ne passent en difficulté ou en redressement. Et ça, c'est une deuxième partie, c'est une nouveauté. Et on est là aujourd'hui pour trouver des syndics qui veulent nous accompagner, parce que quand on les prend, on les coach, on les accompagne, on les guide. Le but du jeu, c'est de les amener à un moment vers la certification. Mais c'est toujours au début une première marche à monter, une deuxième, une troisième. Et bien évidemment, c'est de la technique, c'est de l'humain. Et ce sont des connaissances spécifiques dans la gestion des collectivités. On va revenir un petit peu, on va rentrer dans le détail avec l'évocation des chapitres, notamment les chapitres 1 à 35 de cette certification CALISR. Comment, dans le détail, concrètement, ça se matérialise, ces chapitres ? Ces chapitres, à chaque fois, ce sont des guides, un accompagnement, des explications sur comment on doit faire, comment on doit procéder le syndic, quelles sont les qualités, les compétences, les formations qu'il doit rajouter par rapport à ce qu'il fait aujourd'hui pour accompagner les copropriétaires. Le but du jeu, c'est de ne pas les laisser tout seuls. C'est à chaque fois, le rôle de CALISR, c'est de mettre en place un coaching, un accompagnement, des spécialistes qui vont venir les aider, les former dans certains cas, parce qu'ils peuvent être formés tant par l'UNIS que par la FNAIM, syndicat de professionnels de l'immobilier, mais avec des compléments de formation spécifiques pour ça. Pourquoi ? Parce que le rôle de l'humain est très important. Et c'est notre rôle aujourd'hui, c'est d'accompagner les copropriétaires, d'expliquer, de venir effectivement les aider, parce que dans certains cas, ils n'ont pas compris, ou la difficulté vient parce que des travaux sont à réaliser, et que bien évidemment, dans leur budget, ils n'ont pas prévu les travaux. Tout ça, bien évidemment, c'est compliqué, mais c'est notre rôle d'être là, d'engager les syndics de copropriété à s'occuper de leurs immeubles, bien évidemment, du bâti, du financier, mais aussi de l'humain dans la copropriété. Et concrètement, si on doit prendre un cas comme ça, une illustration, en tout cas pas forcément un cas précis, mais une illustration de ce qu'on est en train de dire, c'est-à-dire par exemple les premiers chapitres, donc 1 à 35, ça veut dire quoi ? C'est le maître mot, c'est la prévention. C'est la prévention. On va suivre, on va faire de la veille, on va se mettre en alerte finalement sur une copropriété qui pourrait être en difficulté, mais on fera tout pour qu'elle ne le soit pas. Comment ça se matérialise ? Alors ça se matérialise par plusieurs choses. D'abord par une partie de vision financière et comptable. Certains vont regarder que la compta en disant on a voté un budget de 100, on ne dépasse pas les 100, tout va bien. C'est pas vrai. La difficulté est parfois pas dans le budget,
pas dans les dépenses, mais dans les impayés. Et c'est souvent le traitement des impayés qui est très important. Pourquoi ? Parce que certains copropriétaires ont des difficultés dans la vie, ça arrive. Chômage, divorce, autres difficultés. Et ben, le but du jeu, c'est d'expliquer, c'est d'accompagner, c'est de mettre en place des échéanciers, c'est de trouver des solutions avec des financements, parce que ça existe, des aides complémentaires de la commune, bien évidemment, mais du département, d'autres organisations qui sont là pour ça. C'est cet accompagnement qui est important, c'est cette explication et ce suivi. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est une vision technique du bâti. Pourquoi ? Parce que la plupart du temps, l'immeuble, tout va bien, il n'y a pas de problème. La seule chose, c'est qu'aucun travaux n'a été réalisé sur les 20 ou 30 dernières années et que le bâti commence à se dégrader. Un ravalement est à faire parce qu'il y a des infiltrations dans 3, 4, 5, 6, 10 appartements sur 30. C'est qu'il y a un problème. L'étanchéité de la toiture est plus en bon état. Donc, comment on fait ? Comment on l'organise ? Et tout ça, c'est bien évidemment à planifier, à organiser, à expliquer. Parce qu'on ne peut pas dire que du jour au lendemain, voilà, il va falloir faire 300 000 € de travaux parce que votre immeuble, rien n'a été fait. Il faut l'organiser. Et la loi aujourd'hui climat et résilience nous permet d'organiser ces choses-là. Pourquoi ? Parce que dans la loi qui a été publiée le 22 août dernier, nous avons la mise en place du plan pluriannuel de travaux. Ce plan pluriannuel de travaux va nous permettre d'organiser sur les 5 et 10 prochaines années, effectivement, les travaux à réaliser dans la copropriété. Prévenir, impliquer, expliquer et organiser un financement sur du long terme. Pourquoi ? Parce que le fonds de travaux va être là. Et ce fonds de travaux est modifié pour ne plus être uniquement 5% du budget, mais 2,5% du montant des travaux à réaliser. Et ça, c'est une nouveauté qui va nous permettre effectivement d'organiser et d'éviter que certaines copropriétés fragiles ne passent en copropriété en difficulté. Il y a un mot que vous venez d'employer que je trouve très pertinent, très intéressant, impliquer. Oui. Dans la copropriété, c'est essentiel. C'est essentiel. C'est essentiel parce que le rôle du syndic, c'est pas uniquement de dire on gère, on fait l'assemblée générale. C'est de connaître ses copropriétaires, de connaître sa copropriété, d'être présent et de les accompagner. Il y a tout un rôle sociétal qui est un rôle que certains ont mis de côté, mais c'est pas le cas chez CalISR. Et je sais qu'on est quand même assez nombreux, puisqu'il y a quand même de nombreux syndics qui sont présents sur CalISR. Des syndics aussi qui viennent de l'USH, puisqu'on a les foyers de l'Isère ou Villogia, qui sont effectivement syndics certifiés CalISR, et qui sont là pour cette partie-là. Et je pense que le but du jeu, effectivement, c'est pas de dire on sait faire, c'est on fait en accompagnant. Et ce rôle est très important et c'est un changement de vision pour certains syndics qui sont là uniquement pour dire je fais mon AG, je fais les travaux et j'organise et je fais le recouvrement. Non, là, vous êtes organisé une vie. Un immeuble, c'est une vie dans cet immeuble. Et il faut l'organiser, il faut s'en occuper. Il y a des gens qui ont besoin à un moment d'explication, d'aide, et il faut les guider du bon côté. Et ça, c'est aussi le rôle du syndic. En vous écoutant, j'ai un peu l'impression, alors après, je peux me tromper, mais qu'il y a une symbolique d'un petit peu de cellule de crise sur le long terme. C'est-à-dire prendre vraiment à 360 sur toutes les étapes de la vie du bâtiment, des gens à l'intérieur, des copropriétaires de cette copro, pour éviter justement qu'elle ne tombe et qu'elle ne tombe en redressement. Moi, j'ai ce sentiment d'un peu de cellule de crise sur le long terme. Est-ce que je me trompe ? Est-ce qu'on peut le voir un peu comme ça ? Alors vous le voyez en cellule de crise, nous on le voit en cellule de prévention. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas en crise, on n'est pas en redressement, on n'est pas en difficulté. Mais on se rend compte qu'effectivement, on a beaucoup de travaux à réaliser. C'est dans le cadre effectivement du plan de relance. Le gouvernement souhaite que l'on fasse toute la partie rénovation énergétique des bâtiments et notamment de nos copropriétés. Il nous engage effectivement à lancer plus de 50 000 immeubles en travaux pour cette partie rénovation énergétique et globale. Et on se rend compte qu'effectivement, certaines copropriétés auront du mal à suivre financièrement. Et le but du jeu, c'est d'organiser, c'est d'expliquer, c'est d'avancer régulièrement sur, le coaching des copropriétaires, mais aussi le coaching des syndics qui vont s'en occuper. Parce que c'est un nouveau métier, c'est une nouvelle façon de voir, c'est une façon de présenter les choses peut-être différentes. Mais aujourd'hui, on est très fiers de faire avancer ces choses-là, de faire comprendre que la vision n'est pas uniquement que du technique ou que du financier, c'est aussi de l'humain. C'est surtout peut-être même de l'humain côté sociétal, solidaire aussi. Solidaire aussi, c'est une réalité. On est là au congrès de l'USH et HLM, c'est logique, mais le rôle solidaire est une réalité. C'est-à-dire que quand vous habitez un immeuble, vous habitez avec vos voisins. Donc la question, c'est que certains me disent « mais non, je suis propriétaire de mon lot de copropriété, je ne veux pas savoir ce qui se passe à côté ». C'est pas vrai. Vous êtes tous liés, tous ensemble, tous solidaires. C'est votre immeuble. Le but du jeu, c'est de le valoriser et d'éviter qu'effectivement votre immeuble ne devienne une difficulté, un problème à redresser. Et bien évidemment, c'est tout organisé avant. C'est comprendre les choses, comprendre les mécanismes et effectivement expliquer. Et c'est le rôle du syndic et des opérateurs d'expliquer tout ça.
Une chaîne de valeur où chaque maillon est essentiel. On va y revenir un peu plus tard dans cette table ronde sur le congrès USH à Bordeaux. Merci beaucoup Olivier Safar d'avoir été notre invité sur cette table ronde ce matin. Eh ben merci à vous en tout cas. Bonne journée à tous et bon congrès. Olivier Safar, président de l'association Cali SR, et nous allons justement rentrer un petit peu plus dans les détails, puisqu'on a compris que c'était un accompagnement social, humain et qui prend du temps. Vous êtes d'accord sur cet aspect de temps, je crois, tous les trois. Qui veut répondre? Olivier, peut-être? Oui, c'est un aspect important de notre activité. En effet, la présence au plus près des habitants et des copropriétaires est un enjeu important. Alors, pour qu'on puisse comprendre peut-être un petit peu mieux, qu'est-ce qu'une copropriété fragilisée? Alors peut-être que je peux répondre. Oui, bien sûr, justement, c'est pour vous. C'est une copropriété qui présente plusieurs dysfonctionnements sociaux, techniques, financiers. Et c'est vrai que tout l'intérêt pour le syndic, qui est quand même le pilote au sein du syndicat des copropriétaires, qui est le mandataire du syndicat des copropriétaires, l'enjeu pour lui sera d'essayer de mobiliser l'ensemble des copropriétaires et notamment le conseil syndical pour éviter que ces dysfonctionnements s'amplifient. Parce que dès qu'on est après dans un processus de dysfonctionnement beaucoup plus grave, évidemment tout est plus compliqué à redresser. Donc vraiment l'enjeu c'est d'intervenir en amont le plus possible dans ces ensembles immobiliers qui commencent à dysfonctionner. Après, on peut repérer ça en suivant des indicateurs clés, mais souvent les impayés ou des travaux qui ne sont pas votés, qui sont différés dans le temps, ça peut quand même mettre la puce à l'oreille au syndic. Alors j'imagine, Christelle, que toutes les copropriétés HLM ne sont pas en situation de fragilité. Non, pas du tout. On est d'accord, parce qu'on a tendance à le penser. On se dit que tous les parcs HLM vivent ce genre de difficultés et sont forcément fragilisés. Donc ça, c'est une idée reçue là-dessus. Complètement, oui. Alors peut-être juste pour resituer le contexte, parce que c'est vrai qu'on pourrait se demander pourquoi le mouvement HLM est impliqué par rapport à la problématique des copropriétés fragiles ou en difficulté. Alors, il faut peut-être rappeler juste que les organismes HLM ont été parmi les premiers acteurs sollicités par les élus pour intervenir auprès des copropriétés dégradées qui avaient, pour les premières, été repérées dans les années 80. Et nous avons répondu présent et nous continuons de prendre nos responsabilités pour participer au redressement des copropriétés en difficulté. Oui. Et un autre sujet, c'est que souvent ces copropriétés sont situées à proximité du patrimoine HLM dans les quartiers QPV. Le parc HLM qui, lui, a pu bénéficier des fonds de l'ANRU pour être rénové. Et donc, c'est vrai qu'il y a, et notamment avec le lancement du NPNRU, l'enjeu du redressement des copropriétés privées en difficulté a été fortement souligné, avec notamment une intervention renforcée et croisée de l'ANRU et de l'ANA. Et donc, il y avait un vrai intérêt pour nous, bailleurs sociaux, à intervenir dans le redressement de ces copropriétés. Et d'ailleurs, certains le font depuis plusieurs années à travers plusieurs dispositifs, comme notamment le rachat et le portage de l'eau dans ces copropriétés en difficulté, alors de façon temporaire ou de façon plus pérenne, seul ou à plusieurs organismes au sein d'une même copropriété. Également dans le cadre de... ils peuvent apporter leur contribution dans le cadre des copropriétés qui présentent les plus graves difficultés et on peut parler de démolition. Et donc là, les bailleurs sociaux peuvent apporter leur expertise et leur soutien également dans le cadre du relogement des copropriétaires ou dans le cadre de la sécurisation des parties communes. L'idée, j'imagine, Christelle, pardonnez-moi, mais c'est d'éviter de démolir. On est d'accord, pour tout recommencer. Oui, mais parfois... parfois, on n'a pas le choix. On n'a vraiment pas le choix. C'est vraiment la solution extrême, parce que sinon, on est vraiment dans une dynamique de redressement. Mais parfois, malheureusement, il faut en convenir. Enfin, je pense que vous pouvez partager sans doute ces enjeux, mais parfois, malheureusement, on est obligé de démolir. Et donc, c'est vrai que les bailleurs, à ce moment-là, peuvent intervenir dans parfois
le relogement des copropriétaires. On va continuer. Et puis la dernière petite chose, c'est pour les organismes qui développent le métier de syndic, de pouvoir participer en tant que syndic de redressement au plus près de ces copropriétés. Très bien. Alors Olivier, vous dirigez un cabinet qui a une activité de syndic à Montpellier. Oui. Vous avez plusieurs agences dans l'Hérault. Alors vous avez été le premier syndic certifié Qualicer. Oui. Comment s'est passé justement ce cheminement pour vous ? C'était un aboutissement, parce que ces opérations, ou du moins nos interventions sur des copropriétés fragiles, remontent bien avant la certification qui a eu lieu en 2018. Les premières opérations que nous avons menées, ou nos premières actions, remontent à 2006 sur un quartier de Montpellier, où il y avait un plan de rénovation urbain qui était mis en place sur le quartier du Petit Bar. Oui. C'était un ensemble de 9 immeubles où on a dû scinder, créer et revenir à 8 copropriétés. Nos actions ont porté sur l'accompagnement, sur la mise en place des organes de décision de chaque copropriété, dans la mise en place de conseils syndicaux. Les actions ont mené également sur l'assistance aux copropriétés pour la mise en place d'un plan de travaux qui portait aussi bien sur l'amélioration des performances énergétiques, sur la diminution des charges collectives et la réorganisation de certains espaces communs. Pour ça, donc, il y a eu des différentes démarches, notamment avec l'ANA et la collectivité locale. Voilà. Donc ça remonte avant 2018, ce type d'opération. Après, en effet, la certification reprend un certain nombre d'étapes. Oui. Oui, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça demande certaines compétences. Un certain nombre d'étapes qui, peu ou prou, formalise le travail qu'on doit réaliser en tant que syndic. Oui. Voilà. Alors c'est vrai que là, c'est formalisé en fonction de l'engagement et en fonction, en effet, d'un audit et d'une certification. En dehors du gage de confiance qu'apporte cette certification, quels sont les avantages pour ceux qui habitent finalement les copropriétés ? Les avantages, je sais que nous, les actions que l'on mène portent sur une présence accrue sur le terrain. Une présence de proximité avec les habitants et une connaissance importante de tout ce qui est technique et de la réhabilitation de ce qu'on amène. Vous êtes en fait au plus près du terrain, en fait. On est c'est des visites quasiment quotidiennes. Alors, chose qu'on n'a pas forcément sur des copropriétés classiques. Dites classiques. Dites classiques, parce que voilà, je fais attention quand même de ne pas tomber. Oui, vous allez vous mettre à dos tous les syndics classiques de la Terre. Surtout pas. Mais en effet, sur certaines copropriétés, on a un besoin de proximité, de présence accrue. Très bien, on va continuer avec vous. Jean-Luc, vous êtes vous aussi un syndic certifié en région Rhône-Alpes. Vous intervenez donc sur des copropriétés en difficulté. Alors d'abord, en quoi êtes-vous différent des autres syndics, vous, de votre côté ? Alors, différent, nous, on a été certifié il n'y a pas très longtemps non plus, et on intervenait déjà sur des copropriétés en difficulté en amont, parce que notamment on est intervenu sur une copropriété à Vénissieux qui s'appelle les Grandes Terres et qui est dans le quartier des Minguettes, ça depuis 2013, donc c'est quand même quelque chose qui est plutôt récent, une copropriété de 250 logements. Voilà. Donc cette copropriété, pareil, on a eu de gros travaux puisqu'on a fait, on avait voté en 2018 en Assemblée Générale plus de 7,5 millions de travaux, d'isolation, de parois extérieures, d'isolation de la toiture, de rénovation du système de chauffage et de la ventilation. Voilà. Donc la différence par rapport également à des copropriétés on disait tout à l'heure classique, c'est qu'on insiste énormément. Beaucoup ce mot pour faire la différence. On insiste énormément, nous, sur le côté humain et pédagogique. C'est-à-dire qu'en fait, à la différence d'autres copropriétés, il y a en amont un travail d'accompagnement des copropriétaires qui est colossal, avec des réunions de conseils syndicaux très très régulières. C'est vraiment une gestion sur mesure qu'on n'a pas toujours dans d'autres copropriétés, puisqu'on a
vraiment un rôle pédagogique avec des réunions, certes, du conseil syndical, mais souvent aussi de l'ensemble des copropriétaires. Pas de réunions obligatoirement d'assemblée générale, mais des réunions d'information pour vraiment expliquer, accompagner les copropriétaires, leur expliquer les aides auxquelles elles ont droit, etc. Alors j'imagine qu'il y a aussi une collaboration avec les opérateurs et les collectivités. On travaille toujours, bien évidemment, avec les opérateurs. Là, sur les grandes terres à Bénissieux, on travaillait avec Solia. Oui. Et c'est vrai que c'est toujours un accompagnement commun avec les différents opérateurs. Christelle, vous voulez rajouter quelque chose, j'imagine ? Oui, je dirais que pour un syndic, être certifié, ça a vraiment du sens, parce que ça va lui apporter vraiment une méthodologie dans l'approche des dysfonctionnements de la copropriété, justement pour la redresser. C'est un outil également de reconnaissance, vous en parliez, auprès des autres acteurs qui interviennent dans la copropriété, que ce soit les collectivités, les services déconcentrés de l'État, l'ANA, les opérateurs, tous les acteurs qui gravitent autour de la copropriété. Je dirais aussi que c'est un outil de management des équipes. Je pense qu'au niveau du syndic, qui fait cet effort de rentrer dans la démarche de certification, c'est vraiment très engageant. Ça oblige les équipes à suivre tout un process. Donc, les retours qu'on me dit, c'est vraiment très formateur, et c'est vraiment un outil de management. Et puis c'est un outil également de reconnaissance des savoir-faire. Et ça, c'est un vrai plus, c'est un vrai gage de sécurité. Je dirais même que c'est quand on est un syndic certifié, on dispose d'un capital différenciant. Oui, effectivement. Et je pense que ça a un vrai intérêt pour toute la collectivité. Est-ce qu'on peut aussi être en matière d'exemple pour d'autres syndics qui souhaitent justement prévenir de certaines difficultés ? Est-ce que ça permet en tout cas, par exemple, à des syndics classiques, comme on disait tout à l'heure, de prendre exemple, justement pour identifier les problématiques qui sont identifiables par la certification Qualicer ? Olivier. Dans le référentiel Qualicer, il y a différents points à suivre. Oui. C'est vrai que c'est des points qu'on devrait également suivre pour toutes les copropriétés. On est d'accord. Donc ce n'est pas une certification qui n'est destinée qu'aux... Pas du tout. Par contre, il y a certains points qui sont beaucoup plus spécifiques sur les copropriétés un peu en difficulté, comme notamment la partie suivi des impayés, où il y a vraiment... nous, on a un service contentieux, par exemple, mais pour Qualicer, qui fait beaucoup de pré-contentieux, encore de façon beaucoup plus importante que pour des copropriétés... la prévention des impayés, on crée souvent une commission dans la copropriété suivi des impayés qui se réunit très très régulièrement en collaboration avec le conseil syndical pour bien suivre tout ça et puis tout de suite identifier des personnes qui auraient peut-être des difficultés afin de pouvoir les aider, les accompagner. Est-ce que cette certification demande en tout cas une culture sociétale propre ? Bien sûr. Ou de fonctionnement propre sur le terrain. Surtout qu'on l'a dans notre ADN. Nous, avec Procivis, c'est vrai que notre ADN sociétal est important parce qu'on est très proche des bailleurs sociaux. Tout à fait. Et ça favorise et ça nous aide beaucoup. Parce que... Et les formations sont aussi adaptées à ce type justement de travail sur le terrain. On essaye alors c'est un peu nouveau encore, mais on essaye de former les collaborateurs sur ces problématiques et puis parfois même de recruter un peu des gens du terrain de quartiers parfois où ces copropriétés sont présentes parce qu'ils ont une sensibilité que n'ont pas toujours d'autres collaborateurs et c'est important ça aussi. Donc on peut parler aussi de redressement, Christelle, j'imagine. Oui, redresser des copropriétés, comme je le disais, c'est vraiment lorsque justement toutes les actions de prévention ont un peu échoué, qu'on en arrive à un moment à se rendre compte qu'il va falloir passer les étapes supérieures. Et là, c'est vrai que le référentiel Qualicer par rapport à ça est très clair, très exigeant et donc déroule, j'allais dire, différentes étapes, balise les process et donc en effet... Et on le voit avec notamment le plan initiative copropriété qui a été engagé par les pouvoirs publics fin 2018, qui a un vrai enjeu à intervenir auprès de ces copropriétés en difficulté parce que malheureusement le phénomène se développe. Et oui. Alors, l'effet de la crise évidemment peut
pourrait amplifier ce phénomène. Donc, J'allais vous poser la question d'ailleurs, est-ce que la crise a amplifié ce phénomène, hein, alors pour l'instant, ou a accéléré peut-être aussi la fragilité pour l'instant, on n'a pas eu trop de retours sur une hausse des impayés. Hein. Si on met l'accent sur Oui, c'est un axe cet important. indicateur, Oui. mais voilà, on est quand même très très vigilant parce que pour certains copropriétaires, l'effet de la crise peut être quand même assez prégnant et pourrait avoir des difficultés ouais. et des conséquences financières. Mais en effet, les équipes sont encore plus depuis 18 mois très investies pour poursuivre ces copropriétés qui pouvaient être fragiles et qui pourraient très vite basculer si les précautions en amont n'étaient pas prises. Très bien. Olivier, vous voulez rajouter quelque chose, j'imagine? Non, en effet, on n'a pas constaté de hausse significative d'impayés. Mais la vigilance, je vais rejoindre ce qu'on disait en tout début, la vigilance c'est vraiment sur les premiers impayés, les premiers incidents. C'est là où on doit vraiment porter notre attention pour éviter que cette dette, on peut s'appeler une dette, grossisse, parce qu'une fois que c'est trop important, c'est difficilement réversible. Donc là, notre enjeu, c'est de nous rapprocher d'organismes sociaux, d'aider, d'être présent. Donc d'accompagner les habitants, d'accompagner, en fait, d'être auprès d'eux pour essayer de trouver des solutions qui sont à même de retrouver une stabilité financière. Notamment. Oui, comme un suivi des débiteurs, par exemple, et de voir quelles sont les solutions concrètes qu'on peut trouver avant que les choses se dégradent. Jean-Luc, oui. Il faut surtout bien savoir que dans ces copropriétés, quand il y a des travaux qui sont faits de rénovation énergétique, c'est toujours des travaux qui chiffrent très vite. Et les copropriétaires modestes dans ces copropriétés n'ont pas du tout prévu dans leur budget ces travaux. Donc voilà, ils n'ont pas l'argent, enfin beaucoup n'ont pas les moyens de les payer. Donc c'est vraiment à nous de les accompagner et de les mettre en rapport avec tous les opérateurs, les municipalités, etc. pour leur faire connaître les aides qu'ils peuvent avoir et individuellement et collectivement avec la copropriété. Alors on parle beaucoup de rénovation énergétique, évidemment, depuis quelques années. Est-ce que c'est une étape supplémentaire qui complexifie un peu la certification ou pas du tout? Olivier, vous voulez répondre à cette question? Non, ça fait partie du process? Ça fait partie du process. Comme je le dis, sur les différentes opérations qu'on avait pu mener, les économies d'énergie étaient déjà au cœur des préoccupations. Des préoccupations, en tout cas, de ces... Ça reste un des postes importants pour les ménages. Très bien. Jean-Luc, vous voulez rajouter quelque chose? Non, mais beaucoup de copropriétés, en plus, en difficulté, sont des copropriétés construites dans des années où c'est un peu des passoires énergétiques. Des années 70, quand les réglementations thermiques n'étaient pas encore opérationnelles. Oui, donc dès qu'on fait des rénovations, comme dit Olivier, importantes, c'est vrai que rénovation énergétique. L'enjeu, il me semble, il est vraiment sur ce parc très ancien, où parfois, depuis 40 ans, aucun travaux n'a été entrepris. Donc clairement, il y a un vrai enjeu d'investir pour rénover ces copropriétés. Alors, c'est vrai que des aides existent pour soutenir les copropriétaires, comme les aides de l'ANA, modestes, par exemple. Les aides de l'ANA, complètement sûr, individuelles, mais les aides aussi, comme vous le rappeliez, je pense que l'État au niveau de la copropriété. Beaucoup à ce niveau-là. J'imagine que vous êtes accompagné aussi par les aides de l'État qui clairement sont un bénéfice pour ce type de certification. Aide de l'État, parfois aide des collectivités également. Et puis lorsqu'on est dans une procédure publique de type OPA ou plan de sauvegarde, c'est vrai que des aides supplémentaires de l'ANA peuvent venir pour subventionner, financer les copropriétaires les plus modestes. Alors j'imagine que depuis le lancement de cette certification, vous avez eu des retours terrain, j'imagine, des bailleurs ou des syndics. Est-ce que vous pouvez nous parler de certains retours que vous avez, en tout cas d'expérience terrain? Jean-Luc peut-être, ou Olivier? En tout cas des syndics dont vous vous êtes occupé, évidemment. Quelles sont les grandes améliorations, en tout cas, qui ont été flagrantes? Les améliorations qui sont flagrantes, bien entendu, c'est les phases travaux, puisque en effet, on retrouve... Ça, c'est une phase compliquée, mais après, on est content. Non, mais, oui, parce que c'est en effet, pour certaines copropriétés, pendant des décennies, il n'y a pas eu de véritable investissement. Oui. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de rénovation énergétique, mais ne serait-ce qu'on peut parler également de la mise en sécurité, incendie, ascenseur. Donc là, on touche vraiment au quotidien des habitants.
Donc en effet, la phase la plus visible, on va dire, sera la partie travaux, mais également la remise en place d'organes de décision dans la copropriété. Puisque à un moment donné, quand on a un habitat qui se dégrade, l'investissement n'est plus le même. Bien sûr. Voilà. Et on retrouve dans cette démarche, dans ce qu'on initie, on retrouve une volonté d'habitants de réintégrer des syndicats de copropriétaires, de retrouver une envie de faire vivre ces logements. Sur certains grands ensembles où il y a eu une politique de la ville décidée, la satisfaction des clients, c'est qu'on retrouve un fonctionnement normal. Ça peut sembler bizarre, mais on retrouve un fonctionnement normal avec une envie qui va au-delà du simple travaux de mise en sécurité ou de rénovation. Dernièrement, on a eu des conseils syndicaux qui nous ont dit ça serait bien qu'on replante le square, qu'on remette des bancs publics, enfin, qu'on retrouve une vie classique dans ce type de copropriété. Donc ça fait plaisir, parce qu'en effet, c'est le fruit de longs moments de grands investissements en temps. Après, vis-à-vis de nos collègues syndics, en effet, ça les interpelle, ça peut les interpeller et ça crée des envies de nous rejoindre dans ce schéma. Ça ouvre des portes, en fait. Et dans cet investissement, totalement. Très bien. Ouais. Jean-Luc, je vous voyais, vous aviez envie justement d'intervenir à ce niveau-là. Parce que j'imagine que vous avez un retour clairement positif de ce type de... On a toujours dit, enfin moi ça fait très longtemps que je suis dans le métier, qu'on a toujours du mal à gérer une copropriété quand il n'y a pas de conseil syndical ou un conseil syndical pas investi. Ça dans tout type de copropriété. C'est vrai. Et ça, même c'est les clair. classiques. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Donc une copropriété en difficulté, c'est vrai que s'il n'y a pas de conseil syndical, on n'arrivera jamais à la redresser ou à faire de la prévention. Alors le plus important c'est la prévention. Moi j'insiste beaucoup là-dessus parce que c'est la partie si on peut prévenir avant, c'est le plus important. Donc, je rejoins ce qu'a dit mon voisin. C'est vraiment impliquer le conseil syndical et les habitants dans leur ensemble, dans la gestion de la copropriété, dans la prévention des difficultés, puis après dans tout ce qui est travaux, etc. Voilà. Et puis on a aussi on rencontre parfois un problème dans certaines de ces copropriétés, un peu des marchands de sommeil, les impayés viennent un peu de ça aussi. Et oui, c'est ça. Parce que ces personnes-là ne s'occupent pas vraiment et ne s'impliquent pas du tout dans la gestion de la copropriété. Et dans certaines copropriétés, il y en a pas mal. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose, vous devez le rencontrer ça assez régulièrement aussi. Voilà. Alors clairement, on a compris que cette certification permet d'identifier donc les problématiques des quartiers les plus fragilisés. Mais est-ce qu'on imagine que si cette certification avait existé il y a de nombreuses années, est-ce qu'on aurait évité justement la fragilité de certains quartiers ou pas? Est-ce qu'elle est indispensable? Est-ce qu'elle devrait limite être obligatoire? En tout cas, pour intervenir en tant que syndic, oui. Pour redresser ces ensembles immobiliers qui concentrent vraiment un ensemble de difficultés très, très importants, de techniques, sociaux, financiers. Clairement, il faut un professionnel aguerri pour pouvoir mettre en place les actions pour redresser ces copros. Et on est, comme vous le disiez au début, sur vraiment un temps très long. 5 ans, c'est vraiment le minimum, voire on est sur des temporalités plutôt de l'ordre de 10 ans. Oui. Donc il faut aussi avoir, à la tête de ces copropriétés, un pilote très présent, qui s'implique dans la durée. Et c'est vrai que être syndic qui a fait cet effort de rentrer dans une démarche de certification, je pense que ça va vraiment dans le bon sens. Et ça me paraît être vraiment nécessaire pour intervenir au plus près de ces copropriétés. Et j'imagine d'ailleurs comme l'USH a aidé à la création, en tout cas a participé à la création de la certification, j'imagine que c'est une certification qui va sans cesse évoluer selon les différents besoins et selon les différentes difficultés qui peuvent peut-être aussi évoluer. Oui, bien sûr, mais aussi en fonction aussi de la législation qui évolue régulièrement. C'est vrai que le statut de la copropriété est quand même très encadré, évolutif. Donc, clairement aussi pour les équipes, il y a un vrai enjeu aussi à se professionnaliser, à se former tout au long de l'année pour être en capacité
de mobiliser les bons outils, les bons dispositifs Oui. pour pouvoir redresser ces copropriétés. Et nous, notre enjeu au sein de l'USH, c'est vraiment de promouvoir déjà cette certification auprès de nos adhérents. La communication passe plutôt facilement. Est-ce que vous arrivez à convaincre? Oui, on s'y Oui. emploie en tout cas. Comment parce vous que- faites? On va participer. C'est vous qui allez sur le terrain vendre la certification? Alors, au sein de l'USH, on a mis en place un réseau métier. Oui, bien sûr, c'est syndic EcoPro, Très bien. voilà, qui fédère les organismes qui souhaitent, qui interviennent dans les copropriétés et puis qui Oui. souhaitent échanger entre eux sur leurs pratiques, sur les problématiques qu'ils rencontrent. Donc, c'est vrai que on leur a présenté cette certification. Et puis là, plus récemment, depuis le début de l'année, l'association, pour justement ouvrir Oui. son réseau, a souhaité mettre en place une démarche pour faire la promotion de cette certification. Donc, il y a une vraie communication qui accompagne. Il y a une vraie évidemment. communication, Bien sûr. mais voilà, aussi pour vraiment créer un cercle de syndics de confiance pour rassurer l'ensemble des acteurs qui interviennent dans les copropriétés et en premier lieu les collectivités. Ça paraît essentiel. Jean-Luc. C'est vrai ce que vous dites, tout syndic professionnel peut être amené à gérer une copropriété en difficulté, certifié ou non. Par contre, il faut bien insister justement sur le fait que nous, qui sommes certifiés KDSR, on a des équipes dédiées à cette activité. On a vraiment des gens formés, spécialisés. En plus, étant dans le réseau ProCivis, on a une proximité avec le monde HLM qui est vraiment très importante. Et c'est ce qui fait notre plus-value par rapport à d'autres syndics qui n'ont pas cette qualification. Olivier. Pour appuyer, si on décide de partir sur ce type d'activité, sur cette qualification, ça peut pas, c'est pas un engagement qui peut se faire sur 1, 2, 3 ans. C'est vraiment un engagement sur du long terme. Bah, évidemment. D'accord, tout à l'heure on disait C'est un qu'en engagement effet, qui prévient les futures difficultés. voilà. Oui. Donc c'est vrai que tout à l'heure Pour on éviter, disait en pour tout cas. redresser une copropriété c'est 10 ans, ça peut aller jusqu'à 10 ans. Voilà, donc on ne peut pas avoir un engagement d'effet domaine, on va dire, de dire ben voilà, on va s'engager 1 an, 2 ans et après on verra. Non, c'est sur du long terme. Et c'est ce qu'on porte au niveau ProCivis, c'est notre ADN. Voilà. Cet engagement sur l'habitat social, sur le logement abordable, c'est pas d'aujourd'hui. C'est un engagement qui remonte un certain temps. Très bien. On arrive à la dernière minute de notre table ronde. Est-ce que vous souhaitez rajouter les uns et les autres quelque chose, Christelle? Peut-être juste souligner qu'en effet, donc, chez les bailleurs sociaux, tous n'ont pas vocation non plus à développer le métier de syndic. Et donc pour eux, confier leur copropriété justement à un syndic certifié, c'est vraiment le gage d'être sûr que cette copropriété sera bien gérée par des équipes impliquées, très professionnelles. Donc c'est vrai que également au sein des bailleurs sociaux, il peut y avoir des liens étroits entre organismes et syndics certifiés. Et j'imagine que ça revalorise aussi le patrimoine. De façon claire. Oui, complètement, puisqu'on est sur une action longue de redressement, de prévention et de redressement parfois, donc à travers justement ces opérations de rénovation. Et de Donc, l'amélioration de la qualité de vie des habitants surtout. on est dans des démarches de stratégie patrimoniale très affirmées. Effectivement. Olivier, un dernier mot peut-être? Non, je Vous pense nous avez que tout dit. on a dit pas mal de choses. Après, C'est vrai. après voilà, on l'a déjà dit tout à l'heure, mais c'est bon, il faut pas faire un amalgame entre l'habitat social et forcément les copropriétés dégradées et vice-versa. Puisque nous, à notre niveau sur la région, on travaille déjà de façon importante avec le bailleur social, puisqu'on gère, aujourd'hui, on gère plus de 60% de ces copropriétés. Donc, et qui sont parfaitement entretenus et qui n'ont pas besoin de rénovation. Voilà. Donc c'est vrai que cette proximité, sur certains secteurs, on la met déjà en œuvre et on y trouve
et l'un et l'autre, on est tout notre intérêt. Clairement, les messages les plus importants sont passés, je suppose, autour de cette table ronde. Merci en tout cas à vous trois d'avoir accepté notre invitation, d'avoir pris la parole autour de cette thématique importante, la gestion des copropriétés du patrimoine HLM, la certification CAL-ISR comme gage de sécurité. Christelle Gueffier-Bertin, merci beaucoup d'avoir été avec nous, responsable du département accession sociale, vente HLM copropriété, syndic de l'USH à la direction de la maîtrise d'ouvrage et des politiques patrimoniales. Olivier Dumont, merci d'avoir été avec nous, directeur service immobilier chez FDI Group pour le réseau IMO de France, Procivis bien sûr, à Montpellier, dans l'Hérault, et Jean-Luc Demeur. Vous avez passé un bon moment, Jean-Luc? Très bien. Très bien, directeur adjoint de Procivis Forez-Velay et directeur de la filiale d'IMO de France Rhône-Alpes. Merci à vous trois. Merci à vous. Merci. Le 81e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat, du 28 au 30 septembre 2021, en direct du parc des expositions de Bordeaux-Lac, en partenariat avec Procivis, en direct sur Radio Imo et Radio Territoria.